Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce 133e briefing. Comme toujours, merci de votre fidélité, de votre attention. Alors aujourd'hui, en version courte à Moscou, mais avec le support d'Arnaud qui va nous parler depuis la France. Voilà, on va d'ailleurs lui passer directement la parole. Alors, on n'a pas beaucoup, je crois, de matière aujourd'hui, donc toutes vos questions sont bienvenues, y compris peut-être sur des sujets qu'on a abordés un peu avant ou qu'on n'a pas assez abordé euh, à votre avis. Donc, n'hésitez pas à poser de nombreuses questions et on tâchera d'y répondre du mieux possible. Arnaud, nous t'écoutons. Tu Bonsoir à tous. aurais, tu aurais été en contact avec, à défaut de Monsieur Si, avec Mademoiselle Pigne? Je n'ai pas eu cet honneur, mais comme disent les Russes, sauf Pélidier. Quelques mots d'économie. Effectivement, la nouvelle du jour, c'est le cours du rouble. Le rouble qui s'établit à 80 pour 1 dollar, à 88 environ pour 1 euro. C'est un glissement assez notable, puisque la semaine dernière, la parité, c'était de 1 pour 77 s'agissant du dollar, un peu moins enfin 1 pour 84 s'agissant de l'euro. Donc un glissement du rouble qui retrouve en réalité ses cours, ses niveaux de l'avant 24 février 2022. On revient pratiquement au niveau du mi-février 2022. Parmi les raisons avancées, peut-être certains achats de devises par des acteurs russes ou étrangers dans des volumes par ailleurs assez limités. En tout cas, le ministre des Finances, M. Siluanov, a déclaré à la mi-journée qu'en raison de l'afflux attendu de devises et de la hausse des cours du pétrole, le rouble devrait de nouveau se renforcer dans les semaines et mois à venir, à suivre. Par ailleurs, la banque VTB, banque d'État, qui a annoncé hier un record de plus de 600 milliards de roubles, c'est-à-dire plus de 7 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022. Rappelons que le groupe avait été parmi les premiers frappés de sanctions américaines dès le 24 février 2022. Son président, M. Costin, se veut toutefois rassurant. Et il a notamment souligné que VTB avait dégagé pour près de 100 milliards d'euros de bénéfices sur les 2 premiers mois de l'année. La semaine dernière, j'avais évoqué l'indice PMI de Standard & Poor's pour les industries manufacturières. Aujourd'hui, on a les chiffres pour le secteur des services. Ils sont assez spectaculaires puisque l'indice fin mars s'établissait à 58,1 points, c'est-à-dire le niveau le plus élevé depuis 3 ans, depuis août 2020, et le rebond post-confinement en Russie. Donc à suivre, mais les services et l'industrie manufacturière sont très dynamiques ces dernières semaines en Russie. Quelques mots de politique. Sergueï Mironov, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été, il y a une quinzaine d'années, président du Sénat, qui depuis préside le parti Russie Juste pour la Vie et qui préside aussi son groupe parlementaire à la Douma. Eh bien, il a proposé ce matin, ou plutôt il a envoyé un courrier au président de la Cour constitutionnelle dans lequel il demandait d'envisager la suspension du moratoire sur la peine de mort, moratoire en vigueur, je rappelle, depuis 1996 et l'entrée à l'époque de la Russie au Conseil de l'Europe qu'elle a quitté récemment. Un autre député a fait parler de lui ces dernières heures, Oleg Matveitchev. Il a déposé un projet de loi visant à reconnaître le féminisme comme, je cite, idéologie extrémiste. Hier, Vladimir Poutine a convoqué une session du Conseil de sécurité nationale au complet. Alors, c'était une session en vidéoconférence, mais les dirigeants des 4 nouveaux territoires, entre guillemets, c'est-à-dire les chefs des républiques de Donetsk et Lugansk et des régions de Zaporojié
et Kherson, siégeait aux côtés du chef de l'État russe. Les questions relatives à la sécurité et à l'application de la loi dans ces territoires étaient au cœur de l'agenda. Enfin, toujours dans le registre militaire, ou en tout cas lié au conflit en Ukraine, on a appris par le quotidien Commerçante que 2 mobilisés avaient été condamnés en décembre dernier à des peines de 3 années de détention pour refus d'obéissance à leur commandant. Voilà pour cette actualité un peu éparse, à défaut d'être légère. Merci beaucoup Arnaud. Je voulais signaler à nos auditeurs, et notamment à ceux qui sont en France, qu'il serait tout à fait possible et souhaitable qu'ils achètent le dernier numéro hors série du Point consacré à la Russie, lequel est généralement bien écrit, bien informé, mais surtout il contient cette fois-ci un excellent article d'Arnaud Dubien ici présent. Je vais te féliciter personnellement Arnaud pour cette contribution remarquable et je pense que tout le monde aura intérêt et pourra le lire avec passion et parce que c'est particulièrement équilibré. Donc on voulait ici t'en féliciter directement et j'engage tout le monde à cette lecture vivifiante, on va dire. Oui, pas peut-être compatible avec Pif Gadget, mais je donnerai en l'occurrence la primeur au Point. Voilà, mais bon, Arnaud est libre de s'exprimer dans tous les supports qu'il jugera bon, y compris Pif Gadget et le journal de Mickey, s'il le souhaite. Les paysans agricoles. Voilà. Tout à fait. Alors, bien entendu, les réactions, ça a été beaucoup plus sur le cours du rouble. Alors, l'auditeur qui posait ces questions pendant que tu parlais nous dit merci pour la réponse, c'est clair, mais je pense qu'on peut peut-être revenir un peu là-dessus. Il disait justement, vu les limites de production de pétrole, le rouble ne devrait-il pas remonter? Je pense que c'est un peu abordé la chose, mais c'est intéressant. Et puis aussi, il disait, je crois me rappeler que la Banque centrale souhaitait voir un cours autour de 1 euro pour 75 à 80. Donc, son vœu semble exaucé, mais est-ce que ça va un peu au-delà? Et est-ce que ça risque pas de devenir inquiétant pour la Banque centrale si le Alors, glissement la première continue? question sur le lien avec le pétrole, oui et non. Pourquoi non? Parce que en réalité, on observait avant le 24 février une déconnexion entre les cours du pétrole et le rouble. En tout cas, une connexion beaucoup moins affirmée, beaucoup moins évidente qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc, peut-être en effet que le raffermissement des cours du pétrole, attendu après la décision de l'OPEC, de l'OPEP qu'on a évoqué lundi, peut-être effectivement que ça pourrait tirer le rouble vers le haut, mais peut-être pas de façon mécanique et immédiate. Donc c'est à suivre. C'est à suivre. En effet, l'État russe, le gouvernement, plus que la Banque centrale d'ailleurs, souhaitait un rouble autour de plutôt $1 autour de 80, 75-80, depuis surtout à l'automne dernier. Je rappelle qu'à l'automne dernier, le taux de change était à pratiquement 1 pour 60 pour l'euro, ce qui aboutissait à des rentrées budgétaires moindres. Donc, en réalité, le gouvernement, la Banque centrale, n'ont aucune raison de s'inquiéter, a fortiori d'intervenir. Évidemment, si d'autres seuils, en particulier le seuil symbolique des 100 étaient franchis, là, il y aurait sans doute une réaction, mais ça ne semble pas être la trajectoire prévisible. Il n'y a pas de facteur structurel qui pousserait à un effondrement du rouble. Et encore une fois, il a retrouvé des niveaux qui semblent des niveaux normaux d'équilibre, en tout cas, qui ressemblent à ce qui existait avant le 24 février. Merci de ces éclaircissements. Alors, il y avait aussi un point intéressant dans les nouvelles, c'était ce député ou sénateur qui souhaite que le féminisme soit déclaré extrémiste. Est-ce que c'est une lubie d'un individu ou est-ce que c'est une opinion partagée dans les sphères du pouvoir, au Sénat Alors, ou à l'Assemblée? le député en question est assez connu. C'est un universitaire de formation. Il enseignait ces dernières années, peut-être même d'ailleurs qu'il enseigne encore
à la haute école d'économie, qui pourtant, jusqu'à une date récente, était plutôt connu pour ses idées libérales et son ouverture. Il s'était déjà distingué par des prises de position assez outrancières. Donc c'est difficile à dire, en tout cas c'est dans l'air du temps, ça ne choque pas grand monde en réalité à Moscou, il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que ça ira jusqu'à un vote? Ce n'est pas certain. Il a lié évidemment le féminisme à une idéologie occidentale, à quelque chose qui est importé pour affaiblir la cohésion de la société russe. Voilà un petit peu le contexte de cette idée. Pour l'instant, c'est à l'étude en commission. Il n'y a pas de projet de loi formalisé, ce n'est pas à l'agenda de la Douma, mais ça pourrait l'être. Encore une fois, c'est à suivre. Merci beaucoup. N'oublions pas, cher Gilles, que la semaine prochaine est en Russie la semaine sainte, puisque le décalage entre les calendriers julien et grégorien font que la Pâque orthodoxe aura lieu une semaine après la Pâque catholique. Donc peut-être y a-t-il également un effet de... À l'occasion, on fait le larron, comme diraient nos amis féministes. Parce que penses-tu que le clergé russe serait particulièrement antiféministe? C'est un débat auquel nous pourrions convier nos membres. Eh bien, parfait. Sur ces fortes paroles, on va passer la parole à Igor qui va nous parler du féminisme international, probablement. Allez, Igor. Je ne crois pas que je vais parler de ça, mais bon, Frère Igor a trouvé le ton sûr. presque, presque. Euh, Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par un point sur l'aide militaire à l'Ukraine, puisque les États-Unis ont publié leur 35e paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 2,6 milliards de dollars qui se découpe en deux volets, un qui relève du système que j'ai déjà détaillé ici, qui est le système du PDA, Presidential Drawdown Agreement, qui permet donc à Joe Biden de puiser directement dans les stocks de l'armée américaine. Donc ça, c'est la part la plus modeste, puisque c'est environ 500 millions de dollars, et les plus de 2 milliards de dollars restants s'inscrivant dans le cadre de l'Ukraine Security Assistance Initiatives, donc une ligne budgétaire en quelque sorte. Et donc à travers ces deux mécanismes, l'Ukraine va recevoir essentiellement des munitions pour l'artillerie, pour les mortiers, des systèmes anti-tanks, etc., des véhicules de soutien, également des systèmes anti-drones, des radars de surveillance, etc., etc. Mais pas de tanks ou pas de choses comme ça, ce sont des choses qu'on a pu voir cet hiver. Toujours dans ce chapitre-là, la Grèce qui a annoncé qu'elle ne livrerait pas à l'Ukraine ses batteries de défense antiaérienne S-300 ni ses tanks Léopard. Le ministère grec de la Défense indique qu'il n'est pas en mesure, en tout cas, il ne peut pas se permettre de se priver de ces équipements-là. Il faut savoir que la Grèce est particulièrement un acteur important pour ces matériels-là, puisqu'elle a acheté massivement à l'Allemagne des chars Léopard, et qu'en matière de système de défense antiaérienne, elle est un des rares pays de l'OTAN à aligner des systèmes d'origine russe, et par conséquent des systèmes qui en théorie seraient faciles à mettre en œuvre par les Ukrainiens. Et donc manifestement, il y a un rétropédalage qu'on avait déjà entendu il y a quelques mois de ça, mais qui est réaffirmé, à savoir qu'elle n'a pas l'intention de se défaire de ces systèmes. Deuxième information, c'est le voyage de Volodymyr Zelensky, plutôt le déplacement, la visite d'État plus précisément, de Volodymyr Zelensky en Pologne. Il s'agit de la première visite d'État du président ukrainien à Varsovie depuis l'éclatement de la guerre. On pourra retenir deux choses de ce déplacement. Tout d'abord, une phrase qui a particulièrement marqué lors de la conférence de presse donnée avec le président Duda. Monsieur Zelensky a déclaré, je cite, « J'ai l'espoir que entre la Pologne et l'Ukraine, il n'y aura pas de frontières politiques, géographiques ou historiques. » Fin de citation, donc ce qui vient alimenter un petit peu, surtout ici à Moscou, les théories concernant voilà, les ambitions polonaises sur l'Ukraine, ambitions politiques. Certains imaginent même que la Pologne convoite des territoires ukrainiens. En tout cas, c'est une phrase qui ici a pu marquer certains esprits. Et la deuxième information, eh bien, c'est le contexte dans lequel intervient cette visite de M. Zelensky en Pologne, puisque le contexte domestique en Pologne est assez agité. À quelques heures de la visite de Volodymyr Zelensky, le ministre polonais de l'Agriculture a été contraint à la démission.
parce que cela fait des semaines, pour pas dire même plus, que les fermiers polonais manifestent. Ils manifestent principalement contre les céréales et autres produits agricoles ukrainiens qui, d'après eux, créent une concurrence déloyale, seraient massivement importés en Pologne ou à travers la Pologne pour aller ensuite rejoindre le marché européen et par conséquent tirer vers le bas les prix. Ce qui a donc provoqué des mouvements de manifestation, de colère, des opérations escargots, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et de contraint le Premier ministre polonais à se tourner vers la Commission européenne pour lui demander d'envisager des mécanismes pour taxer, ou en tout cas pour ralentir les importations de produits agricoles ukrainiens sur le marché européen, puisque cela crée des problèmes, notamment en Pologne. Donc un contexte très agité qui s'est terminé notamment par la démission du ministre de l'Agriculture polonais à quelques heures de la visite de M. Zelensky. Geste d'apaisement, en tout cas c'est comme ça que ça a été expliqué en Pologne, puisque les fermiers polonais promettaient une surprise, entre guillemets, à M. Zelensky, et donc afin d'éviter cette surprise, ce ministre a été contraint à la démission. Donc un contexte domestique assez tourmenté. Autre information, c'est évidemment la visite de Emmanuel Macron en Chine, alors qui est en train qui se déroule à l'heure où on parle. C'est une visite de 3 jours. On est au 2e jour donc de son déplacement en Chine. Monsieur Macron a rencontré le président chinois tout à l'heure. Des premières informations qui commencent à être publiées. On apprend sans trop de surprise, à vrai dire, que le président français n'est pas parvenu à faire évoluer la position de la Chine sur le dossier ukrainien, ce qui n'est pas en soi une immense surprise. Hier, lors de son intervention devant la communauté française en Chine, il a notamment eu une phrase que j'ai relevée, expliqué que donc, compte tenu de la nature des relations entre la Chine et la Russie, et notamment, M. Macron a rappelé la récente visite de Xi Jinping à Moscou, eh bien, la Chine était potentiellement en mesure de jouer un rôle majeur pour essayer de débloquer, en tout cas de faire avancer les choses sur le règlement de la crise, enfin du conflit en Ukraine. Bon, pour l'instant, à ce stade de cette visite, on n'a rien vu constaté comme changement majeur. Voilà, Gilles. Merci beaucoup. Voilà, c'est effectivement intéressant. Alors, notamment cette situation en Pologne, est-ce que ce problème agricole et des fermiers polonais, c'est pas un genre de coin qui va être enfoncé dans l'alliance jusqu'ici assez forte de la Pologne et de l'Ukraine? Quand on va en Pologne, c'est frappant de voir les drapeaux ukrainiens à tous les coins de rue, même sur les bus et tout ça. Et là, du coup, on est quand même sur un sujet qui peut être lourd de danger pour cette alliance. En tout cas, c'est une des contradictions ou une des, comment dirais-je, des faiblesses de ces fortes convergences politiques entre Varsovie et Kiev. Il y a effectivement ces contradictions d'ordre économique et sectoriel, en l'occurrence là l'agriculture. Il y a d'autres éléments, d'autres dossiers qui sont fâcheux, qui peuvent paraître épisodiques vus de loin surtout, mais qui sur place manifestement ne le sont pas. C'était toutes les aides dont pouvaient bénéficier notamment les très nombreux réfugiés ukrainiens qui ont franchi la frontière pour aller en Pologne tout simplement, et qui bénéficiaient d'un accueil chaleureux, d'une aide, d'une assistance, et notamment d'une assistance financière. Ça faisait localement grincer des dents, et cette assistance financière, si je ne crois pas me tromper en disant qu'elle s'est terminée là récemment, ou en tout cas à partir de février, les conditions ont été durcies, en tout cas il y a eu accessibilité diminuée pour bénéficier de soutien matériel. Hein. Donc, c'était des sujets qui étaient assez, disons, épineux. Voilà, donc oui, il y a évidemment des limites hein, à ce partenariat, hein, peut-être plus qu'une alliance, mais ça n'empêche pas que, en tout cas en ce qui concerne aujourd'hui la lecture qu'on fait manifestement à Varsovie, il y a des convergences qui demeurent quand même très puissantes. Manifestement entre les deux leaders, et il faut croire que la coalition, en tout cas politique, qui aujourd'hui est installée à Varsovie, continue malgré les déboires avec l'agriculture, de tenir sur la base évidemment du soutien inébranlable à l'Ukraine. D'accord. Et alors, pour en venir aussi aux relations de voisinage difficiles, le fait que la Grèce revienne sur ces décisions, est-ce que ça signifie qu'ils ont toujours une crainte aiguë
de leurs grands voisins turcs. Et donc, ils souhaitent avoir le matériel nécessaire pour une hypothétique ou agression, ou en tout cas tension qui pourrait se manifester. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la Grèce considère qu'elle fait face à des défis en matière de sécurité en lien principalement avec la Turquie, même si elle est membre de l'OTAN et que la Turquie aussi est un membre éminent de l'OTAN. Mais il y a aussi, à mon avis, une autre problématique, c'est que si jamais on transfère ce matériel-là, bon, je mets de côté l'aspect relation avec Moscou, parce que évidemment c'est aussi peut-être une des données, mais probablement pas la seule, c'est du matériel qu'il faut remplacer. Ça va coûter énormément d'argent et probablement que les Grecs aujourd'hui ne sont pas en mesure de consentir ces dépenses pour acheter de nouveaux systèmes, des systèmes qui seraient, a priori, on peut imaginer des systèmes patriotes pour la défense antiaérienne. Pour les blindés, ils pourraient reprendre des blindés allemands, mais ça a posé la question des délais de livraison. Je crois savoir que les industriels allemands, je vais passer un article aujourd'hui qui expliquait qu'ils roulaient sous les demandes de contrat, donc ça a posé une question aussi de calendrier. Quand est-ce que ces tanks pourraient être livrés, mis en ligne, et ça renvoie donc à ton hypothèse, hein, de dire si jamais les choses se gâtent avec les Turcs, sur quoi on peut compter. Donc oui, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Alors ça dit, les Grecs, ils sont pas tellement les seuls dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, on en a parlé ici cet hiver, sur des quantités de blindés. Alors c'est pas des quantités non plus énormes, mais bon, les petites rivières faisant les grands fleuves, quand on met tout ça bout à bout, ça commence à faire une brigade, 2 brigades, des choses comme ça. Mais simplement, on s'aperçoit que les calendriers s'étendent. Les Américains expliquent maintenant que pour les Abrams, eh bien, ce sera clairement en 2024, par exemple. Les quantités aussi s'amenuisent. Là où on promettait 10, 12, finalement c'est 8. Parce que, bon ben voilà, on n'a pas trouvé finalement le matériel qu'il faut, ça coûte de l'argent aussi pour le reconditionner, etc. Donc on s'aperçoit que le temps passant, ces promesses ne seront pas forcément honorées de la manière dans laquelle elles ont été formulées. Bon, les Grecs font pas exception. Eux, une fois de plus, la spécificité du cas grec, c'est qu'ils ont du matériel russe dans leur armée, notamment en matière de défense antiaérienne. Et comme on le sait dans ce conflit, la question de la défense antiaérienne côté ukrainien est une donnée considérée comme primordiale. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient particulièrement, je dirais, sollicités, pour parler diplomatiquement, pour contribuer avec ce matériel-là dans la corbeille. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Alors cela dit, l'histoire est en fait aussi de rétropédalage. Rien ne nous dit que peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, ils vont être contraints de revoir cette décision et de quand même contribuer à leur façon à aider l'Ukraine militairement. Et j'imagine pour la Grèce, en tout cas, vu sa situation financière, le coût est un phénomène important, mais ça veut donc dire que ces promesses étaient des promesses de dons en réalité. Ce ne serait pas de la mise à disposition du matériel qui serait éventuellement financé par un autre État, les Américains ou autres, quoi, choses comme ça. Parce qu'on a vu par exemple là récemment, la Pologne va vendre du matériel à l'Ukraine. Donc là, il y a un financement quand même. Ouais, mais qu'est-ce qui paye? C'est pas l'Ukraine en réalité, c'est les Européens ou les Américains. Donc, ouais, Précisément. voilà, c'est ça. Donc eux, c'est des MiG-29. Enfin, je pense que peut-être c'est les MiG-29 ou c'est. Et c'est des tanks, enfin des petits chars sur roues qui font de l'anti-aérien. Bon, je suis prêt à parier que derrière les Polonais. Ouais, probablement. Ouais. Non, je suis prêt à parier que derrière les Polonais rachèteront du matériel, probablement des armuriers américains. Donc finalement, l'argent va rester dans le. Si c'est les Américains qui payent aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens achètent du Polonais et que les Polonais derrière achètent américain, bon bah l'argent va revenir dans les poches des Américains. Donc non, mais oui, c'est possible qu'il y ait ce système-là. Là, en l'occurrence, je pense que dans le cas des Grecs, c'était pas des questions de vente ou de. Je pense que c'était clair. Enfin, c'est de la cession en fait, parce que une fois qu'ils sont envoyés sur le champ de bataille, c'est le matériel pas forcément. Enfin, il y a une hypothèse qu'ils ne reviennent pas, qu'ils soient abîmés, détruits. Voilà. Donc a priori, c'est du matériel qui était considéré comme oui mis à disposition, mais a priori, on ne compte plus dessus, quoi, du point de vue des Grecs, me semble-t-il. Alors, dernière question à laquelle nous n'allons pas répondre, c'est et sur le front, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, on ne parle pas des opérations militaires en général, et de façon encore plus générale, quand il se passe quelque chose, vous en est informé très rapidement par la presse et par les deux parties qui affirment ou confirment. Voilà. Alors, bonjour. Comment analyser les propos du président biélorusse sur la nécessité d'un cessez-le-feu? Également sur le dénuement des soldats russes dans les tranchées, ne sachant pas pour quelles raisons ils se battaient. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des propos qui étaient quand même assez
assez intéressant. Et bon, finalement, je pense qu'il y a une fin de non-recevoir de propositions russes, biélorusses de négociation. Mais est-ce que ça traduit quelque chose? Moi, j'ai entendu la première partie, hein, c'est-à-dire dans un discours qu'il a prononcé début de semaine ou fin de semaine dernière, je ne sais plus, effectivement, il disait qu'il fallait, M. Loukachenko expliquait qu'il fallait un cessez-le-feu très rapidement en Ukraine, sans conditions préalables et qui soit vérifiable et robuste. Il expliquait aussi que si jamais, alors ça c'est la première partie de sa proposition, donc il faut un cessez-le-feu, enfin, proposition en tout cas, la sortie, et derrière, il poursuit en expliquant que si l'Occident, une nouvelle fois, d'après lui, dupe la Russie en profitant de ce cessez-le-feu pour recharger les batteries, c'est-à-dire pour réorganiser les troupes, réarmer, etc., côté ukrainien, et bien à ce moment-là, d'après lui, la Russie sera en droit d'utiliser tous les moyens qu'elle a en sa disposition pour la future phase, la reprise des hostilités. Et quand il dit tous les moyens, il y a un contexte, puisque ce discours est prononcé 48 heures après que Vladimir Poutine ait annoncé qu'à compter du 1er juillet prochain, la Russie entreposera des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Sans donner non plus de calendrier précis. Donc en fait, il y avait ce contexte-là, et d'ailleurs il le dit, y compris dans ses moyens, eh bien, recourir à des armes nucléaires tactiques, etc., parce qu'on ne peut pas continuer en gros de se faire avoir par les Occidentaux à longueur de temps. Bon, donc, enfin oui, c'est une fausse proposition, je veux dire, il n'y a rien de bien nouveau, il s'adressait à son auditoire, enfin, de ses responsables politiques, etc. Par contre, sur la deuxième partie, en revanche, j'ai pas vu passer de citation, donc je ne me C'est vrai. prononcerai pas. Moi non plus, ça me dit rien. En revanche, il y a eu des déclarations qui ont fait un peu le bruit d'un conseiller ukrainien, la présidence, sur d'hypothétiques négociations en position de force si l'Ukraine réussissait à menacer plus ou moins la Crimée après Ouais. est-ce que il y a pas eu beaucoup de réactions officielles de l'Ukraine là-dessus et les autres? Non. Non, en fait, il y a eu, oui, c'est enfin, c'est l'adjoint au chef de l'administration présidentielle ukrainienne, donc qui s'exprimait, je ne sais plus dans quel cap, non, dans Financial Times, un entretien qu'il a accordé au Financial Times, où il explique, en gros, enfin, il dit, si nous parvenons à atteindre nos objectifs stratégiques sur le champ de bataille et que nous nous retrouvons à la frontière administrative avec la Crimée, alors nous serons disposés à considérer une option diplomatique pour la question de la Crimée. Mais il rajoute derrière, évidemment, l'option militaire reste prioritaire, enfin reste très considérée. Et c'est intéressant de revoir qu'on évoque quand même, puis dans le Financial Times, hein, c'est pas n'importe quel journal, qu'on évoque quand même l'hypothèse de discuter diplomatiquement du sujet de la Crimée. Bon, évidemment, la réponse des Russes s'est pas faite attendre. Je crois que c'est encore M. Peskov cet après-midi qui a répété ce qu'on sait, hein, que la question de la Crimée n'en est pas une, que le chapitre est terminé et circulé, il n'y a rien à voir. Mais ça montre que dans l'administration, manifestement, en tout cas dans l'administration présidentielle côté ukrainien, on n'a pas totalement enterré la discussion diplomatique sur ce sujet. Autrement dit, on est prêt à transiger manifestement, parce que jusqu'à présent, quand même, le récit, c'est quoi? C'est territoire temporairement occupé du côté ukrainien. C'est même plus annexé. Les Ukrainiens, si vous dites annexé, ça leur plaît pas. Ils disent non, c'est pas annexé, c'est temporairement occupé. Et je rappelle qu'il y avait jusqu'à 2022 une plateforme dite criméenne et avec une stratégie de désoccupation qui était en train d'être élaborée par les Ukrainiens avec l'aide d'un certain nombre de pays partenaires, dont la Pologne, on a parlé, pas seulement. Et par conséquent, on reste, et on reste de fait encore sur ce portage-là. Pour ça, c'était effectivement une sortie qui n'était pas anodine. Mais je pense que sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Justement, cette sortie était un peu curieuse est-ce qu'il aurait pu en prendre la responsabilité à lui tout seul ou est-ce que c'est quelque chose de concerté? Est-ce que c'est un message qui est destiné à quelqu'un en particulier, peut-être pas aux Russes, mais à d'autres? Je pense que le fait que ça soit évoqué dans le Financial Times, mon hypothèse, c'est qu'une fois de plus, je maintiens que sur le fond, ça ne change rien, mais qu'en revanche, le signal, le but, c'est montrer au public américain qu'on n'est pas si crispé que ça sur le dossier, qu'on est quand même disposé à, etc. Et que pour l'audience américaine, montrer qu'on est peut-être un peu plus flexible qu'il n'y paraît, puisque
quand même une des critiques, en tout cas qui peut être faite aux États-Unis sur l'Ukraine, c'est que parfois il y a une position trop intransigeante et qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin et en vue un jour de on ne sait pas quand. Et le récit, ça consiste à dire que c'est l'Ukraine qui décidera du bon moment pour négocier, que ces négociations s'engagent dans sous les meilleurs auspices. Donc, ce qui me permet au passage de effectivement rappeler que nous avons publié aujourd'hui un policy paper, une note d'analyse, une quinzaine de pages, préparée donc par Marlène Laruelle sur le débat aux États-Unis concernant la guerre en Ukraine, dans lequel, en gros, elle analyse les différentes nuances. Alors, il y a un consensus anti-russe là-dessus, c'est pas vraiment là qu'il faut regarder, mais dans ce consensus-là et dans les formes de soutien apportées à l'Ukraine, il y a des nuances qui sont intéressantes à analyser, à décrypter, c'est ce qu'elle fait, entre républicains, démocrates, et même au sein des républicains et au-delà du spectre républicain-démocrate. Elle s'intéresse aussi à l'écosystème des think tanks et des experts aux États-Unis, qui est bien plus diversifié qu'on peut l'imaginer, et avec là aussi des positions très intéressantes à considérer sur le conflit et dans où se situent les intérêts américains dans cette histoire. Donc voilà, je vous invite à aller le récupérer. C'est un papier qui est en accès libre, hein, tout le monde peut se le procurer sur notre site. Sinon, écrivez-nous, on se fera un plaisir évidemment de vous l'envoyer. Il est actuellement en français, et il sera bientôt disponible en russe et en anglais. Merci beaucoup. Merci à nos deux intervenants, en tout cas, pour leur contribution d'aujourd'hui, toujours éclairée et passionnante. N'ayons pas plus de questions, donc on va mettre fin à ce briefing avec notre directeur, Pavel Chiński, qui a certainement quelques annonces à faire. Des choses que vous savez déjà, comment nous contacter, comment nous écrire, les briefings, la hotline, les newsletters. Et puis 2 sessions qui, je l'espère, vous intéresseront si vous êtes à Moscou, si vous avez la possibilité de venir y assister. Le mardi 18 avril, nous organisons une conférence sur le commerce de détail au premier trimestre 2023, avec notamment l'intervention du président de Azbuka Vkusa, qui est l'un des premiers retailers produits alimentaires à Moscou. Voilà. Et ensuite, le vendredi 21 avril, la semaine suivante également, un agenda ESG en Russie dans le contexte du développement de nouveaux partenariats avec les pays d'Eurasie, avec Andrei Sharonov, une personnalité bien connue dans le monde des affaires, qui désormais est directeur général de l'Alliance ESG. Voilà. Peut-être y aborderons-nous également la question du féminisme. Ce serait d'actualité, effectivement. Tenez bon, comme disent les féministes dans certains pays, notamment en Iran. Tout à fait. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés et nous vous retrouvons lundi, même heure. À bientôt. Et bon week-end, cher Arnaud.